messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'Appel sur le continent sur la télévision panafricaine. L'ONU, vous le savez, a renouvelé donc son mandat, le mandat de la MINUSMA, à la force onusienne au Mali pour une durée d'1 an. On s'interroge donc sur ce nouveau mandat cet après-midi dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent et très vite on va analyser la question avec nos invités qui sont déjà en place avec nous. Issa Diawara, activiste panafricaniste, Linda Larbaoui et notre invité en plateau, Monsieur Patient Parfin, donc que nous avons le plaisir d'accueillir. Alors très rapidement, Linda Larbaoui, je commence avec vous. Les experts, Linda, remettent en question ce renouvellement du mandat de l'ONU au Mali, car c'est selon eux, en secret de polichinelle, que la force de l'ONU au Mali est inefficace. Mais est-ce qu'elle est seulement inefficace, cette force-là? Je pose cette question en raison des échecs des mandats antérieurs qu'elle a pu enregistrer, cette force onusienne-là. Bonjour Afrique Média, bonjour plateau, à vous et à tous nos téléspectateurs. Disons, si vous posez la question, est-ce qu'elle est inefficace pour nous? Oui, c'est inefficace pour nous les Africains. Mais pourquoi cette force est là? Il ne faut pas oublier une chose, je l'ai déjà dit. Les forces, c'est quoi les forces de l'ONU? C'est quoi? C'est carrément l'OTAN qui se redéploie. C'est ça la vérité. C'est un redéploiement, que ça soit le Barkhane, que ça soit la MINUSMA, la MINUSCA, tout ça, ce sont les forces de l'OTAN. Mais avec cette force-là qui n'a pas prouvé son efficacité, et on le voit comment le terrorisme est accentué ces derniers moments. Donc bien sûr que ça a été inefficace pour le Mali et pour toute l'Afrique en vérité. Cette force était là soi-disant contre le terrorisme, mais elle n'a rien fait du tout. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir, et c'est très bien que vous me posiez la question, et cette question-là principalement, la Russie n'a rien fait ou elle n'a pas essayé de pousser pour que la MINUSMA, le mandat de la MINUSMA ne soit pas renouvelé. Pourquoi? Pour la simple raison que l'Ukraine avait loué à la MINUSMA une douzaine d'hélicoptères. Ces hélicos sont équipés de radars, mais de radars d'espionnage. Donc vous voyez un peu pourquoi la MINUSMA est là. Et ces radars d'espionnage, on les a ramenés pour espionner la frontière algérienne et l'Algérie. Donc, ils sont pas là vraiment pour le terrorisme. Donc, la Russie, qui ne veut pas que l'Ukraine récupère ces appareils, donc elle a pas poussé la chose pour que le mandat ne soit pas renouvelé. Il faut dire aussi que ça a arrangé les Américains parce qu'ils ont besoin de ces appareils, de ces hélicos, pour continuer à espionner. Mais ce qui est marrant, c'est que ça espionnait tout sauf quand les terroristes y traversaient le Sahel. Là, on ne pouvait pas les espionner et les localiser. C'est très marrant. Donc la MINUSMA n'était pas là pour le terrorisme. On sait très bien qui finance le terrorisme et comment il est venu jusqu'au Sahel, le terrorisme. Donc ça pouvait pas non plus. Les terroristes, c'est les alliés de l'OTAN. Ce sont des gens qui travaillent pour des patrons, qui travaillent pour l'Occident, qui travaillent pour un néocolonialiste. Il y a quelque temps, on a vu Daesh revenir en force en Libye. Il y a la Libye qui est au chaos. Donc ce n'est pas la Libye que ça vise. C'est le Mali et le sud de l'Algérie. C'est pour ça qu'on les a fait revenir. Donc la MINUSMA, elle a échoué pour nous, mais pour les Occidentaux, non, elle n'a pas échoué. Elle continue à travailler l'agenda des Américains et de leurs alliés. D'accord, merci beaucoup à vous, Linda, pour ce premier jet d'analyse. Donc, Issa Diawara, comment est-ce que vous analysez ce renouvellement du mandat de l'ONU au Mali quand on sait que ces dernières années, les critiques ont été de plus en plus virulentes contre cette mission onusienne?
Ok, merci. Madame, bonsoir à vous. Bonsoir à tous ceux qui sont avec vous au plateau, à tous les techniciens d'Afrique Média et à tous ceux qui nous suivent à ce moment précis. Comment je vois ce renouvellement du mandat de l'aménagement? Je vois ça d'abord comme un autre champ de bataille entre le Mali et la France. C'est un autre champ de bataille que nous avons entre le Mali et la France. N'oubliez pas que dans une guerre, nous avons plusieurs batailles et que le Mali et la France ne cessent de s'affronter sur tous les terrains, au niveau des droits de l'homme, au niveau de l'ONU, au niveau du G5 Sahel, au niveau de la CEDEAO, avec le groupe terroriste, contre le groupe terroriste. Donc sur tous les terrains, nous assistons à une vraie guerre entre le Mali et la France. Et maintenant, comment je vois cela, comprenez une chose, le Mali a raison, bien sûr, de rejeter certains dispositifs, en tout cas de ce nouveau mandat de l'aménagement. Le Mali a raison parce que, n'oubliez pas, l'ambassadeur du Mali a bien précisé, dans la version finale, ça montre que quelque chose s'est passé, puisque le Mali a formulé des recommandations. L'aménagement est au Mali et non en France. L'aménagement est en train d'opérer au Mali et non en Ukraine. L'aménagement se trouve au Mali et non dans un pays quelconque de l'Union européenne. C'est pourquoi nous ne comprenons pas pourquoi la France ne cesse de déchirer ses pantalons pour aller arracher quelque chose contre le Mali. Maintenant, le Mali avait formulé quelque chose. Notamment quoi? Premièrement, que l'aménagement ne soit plus doté, en tout cas, du volet sécuritaire de la part de la France. C'est-à-dire que la France ne s'octroie plus le pouvoir de vouloir sécuriser l'aménagement. Ça, c'était un bras de fer crucial entre le Mali et la France. Et sur ce terrain, le Mali a gagné. Et la France avait même un bâton au niveau de l'aménagement qu'on appelle Bafra, c'est-à-dire bâton de la France. La France a perdu cette présence, donc la France n'aura pas de troupes, en tout cas n'aura pas une présence militaire au sein de l'aménagement. Deuxième terrain d'échauffement entre le Mali et la France, c'est quoi? C'est la liberté, en tout cas, de mouvement de l'aménagement au Mali. La France voulait que l'aménagement continue de patrouiller partout et que l'aménagement fournisse des rapports. Le Mali est opposé à cette idée. Le Mali répond par quoi? Que l'aménagement ne doit patrouiller nulle part au Mali sans les FAMA, sans les forces armées du Mali. Ça, c'est ce que le Mali a mis sur table. Et je pense que le Mali a encore gagné cela. Puisque maintenant, quelle est la concession que l'ONU a fait à la France sur les trois dossiers? C'est que le mandat, le volet droit de l'homme a été renforcé au niveau de l'aménagement. Et c'est ce volet que le Mali rejette. Puisque pour mettre ce volet à l'exécution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut permettre à l'aménagement de patrouiller. La France dit bien sûr que c'est la seule façon pour que l'aménagement soit efficace. Il faut permettre à l'aménagement de patrouiller un peu partout au Mali et pour collecter les informations. Et le Mali met en garde. Le Mali dit ne pas se reconnaître dans ça. Que nulle part l'aménagement ne doit bouger sans les forces armées maliennes. Que tout mouvement de l'aménagement doit s'effectuer avec les FAMA, les forces armées maliennes. Et que si l'aménagement s'hasarde à se déplacer au Mali sans les FAMA, le Mali ne garantit pas la sécurité de l'aménagement. En termes clairs, ça veut dire quoi? Si l'aménagement s'aventure à se promener au Mali, si elle a des soucis sécuritaires tombés dans l'embuscade, dites-vous qu'elle serait la seule responsable. Donc l'aménagement étant une organisation, en tout cas, peureuse, faite de peureux, qui ne peut pas opérer, qui supplie même qu'elle soit sécurisée soit par la France ou par le Mali, donc l'aménagement ne bougera pas. Donc ce volet droit de l'homme, le Mali exige que les commissions locales des droits de l'homme puissent faire le travail. Que c'est à la demande du Mali que l'aménagement pourrait faire quoi que ce soit. Voici entre autres, c'est dans quoi il faut mettre cela. Et n'oubliez pas, tout cela intervient aussi dans le contexte du sommet du 3 juillet. J'avais dit sur Afrique Média que l'échec du sommet du 4 juin entre le Mali et la CEDEAO était dû au fait que le mandat de l'aménagement n'était pas encore renouvelé à l'époque. Donc l'Occident utilise tous les moyens possibles pour maintenir l'aménagement au Mali pour des objectifs qu'ils connaissent, notamment que l'aménagement soit là au moment de l'élection présidentielle
pour que la MINUSMA serve de base arrière au candidat de l'impérialisme, au candidat de la France-Afrique qui va s'auto-proclamer président et que la MINUSMA doit engager le camp Gbagbo ici, le cas de la Côte d'Ivoire. Mais le Mali a pris le devant. Comprenez que ce que le Mali a fait, le fait déjà de priver la MINUSMA de certains outils, le volet, en tout cas, dégager la France des commandements de la MINUSMA, enlever la France de beaucoup de volets de la MINUSMA, le Mali est en train déjà de signer la lettre de mort de la MINUSMA. De la même façon que nous avons obtenu le départ de Barkhane et des ambassadeurs de la France, c'est un processus d'exclusion de la MINUSMA qui vient d'être enclenché. Donc, la MINUSMA n'a plus qu'un seul volet, cette question des droits de l'homme. Et c'est juste pour 12 mois. Et comptez, croyez-moi, avant l'élection présidentielle, c'est en 2024. Donc, en juin 2023, il sera question de renouveler à nouveau ce mandat de la MINUSMA. Et à ce moment, je pense que la MINUSMA n'aura plus rien à gagner. Parce qu'entre-temps, le Mali va recouvrir beaucoup de son espace. Donc, je pense que ça serait du passé. Merci. Monsieur Patient Parfait, donc je l'annonçais tout à l'heure en début d'émission. Monsieur Patient Parfait, donc bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir, princesse Vanessa Ngadikwa. C'est tout un plaisir pour moi de te retrouver sur ce plateau après de longues mois d'absence. Merci pour cette invitation. Un bonsoir particulier à tous nos amis à travers le monde, à tous les panafricains et surtout à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Et merci pour cette invitation, comme je disais, je n'oublie pas les techniciens et tout le reste. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Ndom. Alors, très rapidement, on va entrer dans le vif du sujet également avec vous. Vous avez déjà écouté vos deux précédents collègues. Donc, sur le sujet, on parle donc de ce renouvellement du mandat de la MINUSMA au Mali. Mais quelque chose que j'aimerais tout de même que vous expliquiez à nos téléspectateurs qui, on le sait, sont très nombreux à nous suivre. L'ONU a renouvelé ce mandat hier. Cependant, le Mali se dit insatisfait. À quel niveau est-ce qu'il faut comprendre? Que s'est-il réellement passé? D'abord, je tiens à saluer aussi Madame Lina Larbaoui et notre ami Issa Diawara qui a été assez explicite, n'est-ce pas, sur les enjeux, mais surtout sur la bataille qui a eu lieu au niveau de l'ONU, avec ce que le Mali a pu avoir comme gain et ce qui reste à faire comme travail justement pour extirper complètement cette force, n'est-ce pas, d'occupation, c'est comme ça que j'appelle cette affaire de la MINUSMA là, cette force d'occupation qui était sur la coordination et l'autorité de la France et qui ne permettait pas justement que l'autorité de l'armée malienne, mais surtout du peuple malien, puisse s'étendre sur l'ensemble de son territoire. Il y a eu des petits pas, des victoires qui ont été obtenues, mais je pense que, comme le disait, ça me rappelle Ruben Oumyabé de son retour de l'ONU, le gros du problème va se jouer sur le territoire malien. C'est sur le sol malien maintenant que la victoire finale doit s'obtenir. Qu'est-ce que j'entends par là? Je dis aux Maliens, il est clair que cette force d'occupation, abusivement appelée MINUSMA, parce qu'on n'a rien de MINUSMA, on ne sait pas ce qu'elle a pu produire comme avancée depuis qu'elle est au Mali, et comme c'est le cas de toutes ces, toutes ces organisations et forces sœurs, que ce soit en Centrafrique ou bien en République démocratique du Congo, on voit bien qu'il n'y a pas de résultat depuis que ces gens sont là. Au contraire, la situation ne fait qu'empirer s'il n'y a pas un contre-pouvoir ou bien une contraction des forces, soit endogènes de ces pays, soit avec le soutien, n'est-ce pas, des alliés, comme c'est le cas en Centrafrique aujourd'hui. Donc je pense sincèrement que la diplomatie malienne a usé de tout son poids pour essayer de contraindre la France d'évacuer complètement son territoire. Elle n'a pas réussi totalement, mais au moins la France aujourd'hui est dans les cordes, si on peut le dire ainsi. J'allais dire que la fin, n'est-ce pas, de cette bataille, elle doit se jouer sur le sol malien. En faisant quoi? De manière simple. Il faut que les populations maliennes démontrent aux forces de la MINUSMA qu'elles ne sont pas le bienvenu chez eux. Le MINUSMA, d'accord, très bien. Il faut que les populations maliennes, de par leur attitude, de par leur comportement vis-à-vis de cette force-là, leur montrent vraiment qu'ils sont une force d'occupation, qui ne sont pas le bienvenu chez eux. Et qui commencent à dire ouvertement, MINUSMA, go home, rentrez chez vous. Vous n'avez rien à faire ici. Pourquoi?
Parce que tout ce que Issa Diawara, c'est ça, il vient de nous expliquer là. En réalité, il y a un projet derrière la présence de la MINUSMA au Mali. C'est de contrôler. C'est un travail d'espionnage. C'est un travail d'encadrement des forces dormantes qui sont au service de l'Occident. C'est un travail de financement d'un certain nombre de poches, n'est-ce pas, de résistance qui devront être comme des espèces j'allais dire, d'abcès de fixation pour permettre justement le moment venu avec ces fameuses élections que curieusement la France appelle de tous ses voeux au Mali d'être des pôles, n'est-ce pas, de déstabilisation de ce territoire. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'à l'heure où nous parlons, il y a une guerre terrible au niveau du Yémen. On n'entend pas la France avec la même vigueur exiger au Conseil de sécurité de l'ONU, ni même à l'ONU, qu'il y ait une force, n'est-ce pas, soi-disant d'interposition, on ne sait pas très bien ce que ça signifie, au niveau du Yémen. Mais en ce qui concerne l'Afrique, on voit la France se démener pour absolument imposer ces forces-là avec les rapports des faux fonctionnaires, n'est-ce pas, de l'ONU. On le comprend un peu. Il y a une lien de causalité entre le fait qu'ils se mettent plein les poches avec des différents rapports qui pondent pour justement justifier la présence de ces forces-là sur notre sol. L'ONU, c'est ça que ça sert aussi. Donc je pense que le gros du travail maintenant doit être entre les mains du peuple malien. Il faut que partout où ils rencontrent les forces de l'administration, leurs fonctionnaires, leurs encadreurs, leur disent vous n'êtes pas la bienvenue chez nous. Rentrez chez vous. Il faut que le peuple l'exprime et le fasse savoir à ces forces de manière ouverte. Sinon, ce qui est en train de se préparer là, Madame Labayou vous a dit, il n'y a pas que le Mali, il y a aussi le sud de l'Algérie qui est en ligne de mire de cette vaste campagne de déstabilisation qui va se déclencher bientôt. Donc, il faut prendre en compte, n'est-ce pas, l'ensemble de cette nouvelle stratégie de la France. La France a peut-être perdu une bataille dans ce combat, dans ce bras de fer que le pose au Mali, mais ils n'ont pas perdu la guerre, donc ne désespère pas. Et donc en fonction de ça, il faut que nous aussi, nous puissions muscler les jeux maintenant pour dire justement à l'ONU et à M. Guterres que cette force-là n'est plus le bienvenu au niveau du Mali. Si cela est fait, et je pense que c'est ça qui constitue un peu, j'allais dire, les faiblesses de la réaction africaine. Regardez ce qui vient se passer au Maroc. Laisse-moi faire, donne-moi la possibilité de faire cette petite virgule. Ce qui s'est passé au Maroc avec ces morts au niveau de l'enclave espagnole de Melilla. Quelle était la réaction de l'Afrique au sud du Sahara? Quasi nulle. Les gens courent pour aller jouer un championnat féminin. On n'a pas vu un pays pour dire aux Marocains, mais puisque c'est comme ça, nous allons même boycotter, n'est-ce pas, cette canne féminine. Et là, je dis aux Africains, souvent vous bavardez, mais oui, agissez. L'action, c'est quoi? C'est par exemple qu'on lance un hashtag qui dit on boycotte la canne féminine. Que les gens ne regardent pas cette canne féminine, que les gens fassent au moins des posts, ceux qui sont au niveau de l'Afrique pour dire nous ne pouvons plus continuer à valider cette attitude du Maroc, cette attitude de racisme marocain vis-à-vis des Africains, surtout que le Maroc, là maintenant, se comporte vraiment comme de véritables agents négriers au service de l'Occident. Qu'est-ce que le Maroc a brutalisé, a humilié, a violenté, n'est-ce pas, ces jeunes Africains, tout simplement parce qu'elle veut plaire à l'Occident, à l'Espagne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour les Maliens, le moment est venu. Il faudrait que partout où les soldats de l'administration passent, qu'on leur dise effectivement qu'ils ne sont plus bienvenus au niveau du Mali. Et que ces soldats-là commencent à le ressentir. Qu'ils ne se baladent plus comme en terrain conquis, comme vous avez l'habitude de le faire. Partout où ils entrent, dites-le que rentrez chez vous. Vous n'êtes pas le bienvenu chez nous. C'est par cette attitude, cette réaction, vous allez dire, de rejet, que effectivement vous allez voir de moins en moins ces prétendus fonctionnaires de l'ONU allaient se balader au Mali comme si leur présence était absolument utile. Et ça va nous permettre d'enlever cette épine, n'est-ce pas, de notre pied, cette épine qui n'est rien d'autre que la présence française au niveau du Mali. Détrompez-vous, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de soldats français au Mali, au sein de cette force-là, que cela signifie que la France n'a plus ses agents au sein de ces forces de l'administration. Et c'est là où il faut qu'on soit extrêmement vigilant pour ne pas permettre justement que ces forces-là, qui sont au service de la France, continuent par le biais des rapports. Vous avez entendu tout à l'heure notre ami Diawara, par le biais des rapports, par le biais de l'espionnage, par le biais de la corruption d'un certain nombre, n'est-ce pas, à la fois d'hommes politiques de la société civile malienne,
pour créer un cocktail explosif qui va produire, n'est-ce pas, la déflagration dont le Paris appelle de tous ses voeux. Et vous avez vu, et récemment encore, il y a une clique de soi-disant opposants qui ont commencé à lancer des coups d'orfraie pour dire que vraiment, entre guillemets, ce jeune militaire veut s'accaparer de pouvoir et ils ne vont pas accepter que le chronogramme qui a été dressé, n'est-ce pas, par le Conseil national de transition malien puisse aboutir. Donc, je pense sincèrement que il revient maintenant aux Africains, aux Maliens, de prendre, n'est-ce pas, le taureau à bras le corps, pour que, de par les attitudes, de par les actions qu'ils vont mener, qu'ils démontrent à la face du monde que l'Afrique n'a plus besoin de ces forces d'occupation sur son sol. Et le cas malien est un cas par excellence où, justement, nous pouvons démontrer que nous sommes capables, nous aussi, de réagir quand quelque chose va, n'est-ce pas, dans le sens contraire des intérêts et du peuple malien et du peuple africain. Très bien, merci beaucoup à vous, M. Patient Parfait. On va retrouver notre autre analyste de cet après-midi, Gamal Abina, qui nous a rejoint. Alors, j'entre directement dans le vif du sujet avec vous, M. Abina. L'ONU donc a renouvelé, qui a prorogé dans le mandat de la MINUSMA en territoire malien. Et tout à l'heure, Issa Diawara, tout comme M. Patient Parfait, ici en plateau, a pointé du doigt la responsabilité de la France dans tout cela. Et on a appris également lors de ce vote de sources concordantes que les représentants de Paris s'activaient déjà depuis plusieurs semaines à tenter de convaincre les autres membres du Conseil de sécurité d'accorder un nouveau mandat à la mission de l'ONU, voire même, si possible, de renforcer ses prérogatives en matière de droits humains. Alors, comment est-ce que vous analysez cette agitation, si je puis me permettre, entre guillemets, de la France quant à cette présence de la MINUSMA au Mali, cette autre présence? Bonsoir, pour commencer, excusez-moi parce que je suis dans les transports, je reviens d'un plateau TV, c'est pour ça que je prends un petit peu de cours. Donc très rapidement, je sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez ou pas? Allez-y, monsieur Gamal Abina, on vous entend très bien, c'est parfait, allez-y. Très bien. Très bien, donc très rapidement, pour vous expliquer ce qu'il en est. Si la France... Gamal Abina, est-ce que vous pouvez être stable, Là, on a du mal à vous entendre. Le réseau est un tout petit peu perturbé. Est-ce que vous pouvez tout simplement rester... Allô? Besoin des garanties sur les arrivées. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Je vous entends. Oui, je vous entends parfaitement. Je ne sais pas si vous m'entendez. D'accord, allez-y, on vous écoute. Voilà, je sors, ce sera plus simple. Donc, je vous disais donc, la France a besoin de garantir son précarité en Afrique, et c'est pourquoi elle fait pression pour que la MINUSMA l'entende et reste sur place. En revanche, on se rend bien compte que les alliés de la France, comme l'Arabie Saoudite, peuvent continuer à bombarder tranquillement le Yémen. Ça ne pose aucun problème, personne n'intervient. On se rend bien compte que l'allié de la France traditionnelle, effectivement le Maroc, qui est en train de jouer les gendarmes pour l'Espagne, avec un accord qui est passé en sous-main, s'est autorisé à massacrer entre 30 et 50 Soudanais, semble-t-il, et que là, bizarrement, il y a personne qui en parle beaucoup en France. Et le scandale commence à ressurgir, mais ça prend du temps. Et on se rend bien compte qu'effectivement, là où il y a l'intérêt des Français, eh bien, très souvent, même s'il y a de la barbarie, ils ont tendance à fermer les yeux. Donc la MINUSMA, c'est un avantage pour eux, puisque ça leur garantit, au motif que l'ONU chapeaute tout ça, une présence prolongée dans la région, mais en vérité, la seule chose qu'il faut y retenir, c'est qu'ils garantissent leurs intérêts économiques et financiers, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Le fameux 2 poids 2 mesures, ou le double standard de jugement, bien là, en l'occurrence, c'est parfaitement appliqué. Lorsqu'on tue des malheureux yéménites par milliers, c'est pas un million, ça ne pose aucun problème, les enfants peuvent mourir de faim, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on tue des Africains au Maroc, dans des conditions atroces par la police marocaine qui s'est salement comportée, ça ne pose pas de problème parce qu'elle travaille pour l'Espagne. Et lorsqu'on intervient au Mali et que finalement, la raison pour laquelle on intervient, c'est pour finir avec le terrorisme, ça ne marche pas, eh bien, ça ne pose pas de problème, ça garantit la pérennité de la présence militaire française et internationale, 4-5 pays en gros, sur le territoire malien. Ce qui pose problème, c'est que le Mali a décidé de reprendre les choses en main, de reprendre une certaine autonomie politique et militaire, et a décidé effectivement de dire non à la France. Donc là, on commence à boycotter le Mali. On aurait aimé entendre la même chose pour l'Arabie, par exemple, que les Français arrêtent de vendre des armes et boycottent l'Arabie. Ils ne le feront pas, évidemment. On aurait aimé entendre la même chose, par exemple, quand on voit le Rwanda sur la RDC,
faire en sorte qu'il y ait des pressions pour qu'il n'y ait plus d'immixtion de forces étrangères. Regardez, là, bizarrement, on les entend pas. Enfin, bizarrement. Quand je dis bizarrement, c'est une ironie. On les entend parfaitement, mais ils n'ont pas l'intention de changer leur position. La seule chose qui préside à la destinée ou aux décisions des États occidentaux, c'est leurs intérêts économiques. Et uniquement leurs intérêts. C'est pas l'humanisme, ça, c'est de la décoration. C'est pas le fait de sauver la veuve et l'orphelin, c'est pas vrai, ça, c'est une blague. C'est uniquement les intérêts bien compris. Et donc, en l'occurrence, concernant cette région-là, effectivement, on comprend que s'ils vont prolonger, comme bien entendu, ce mandat qui n'a pas été réclamé par tous les pays de la région, ils le font contre l'avis du chef d'État malien, par exemple, ou sans doute d'autres chefs d'État qui vont commencer à se manifester. Mais le mandat de la MINUSMA est nul et non. C'est des mandats qui permettent une présence militaire, soi-disant onusienne dans la région, mais qui garantissent surtout une présence des néocoloniales français qui, malheureusement, n'a rien à faire là-bas. Et je le répète régulièrement, les Français devraient faire des économies en retirant leur force militaire de là-bas pour que ça se passe beaucoup mieux. Malheureusement, ils ne le font pas. Ils continuent à s'immiscer dans des affaires qui ne les regardent pas. Et le résultat de course, c'est qu'il y a une détestation montante de la part des populations de ce qu'on appelle donc la France coloniale, néocoloniale par rapport à ces décisions qui sont arbitraires. S'il y avait un seul vote de la population pour maintenir ou pas la MINUSMA, si c'était démocratique, on pourrait discuter. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Labina, pour cette analyse. Je reviens vers vous, Linda Larbaoui. Alors, tout au long de ce vote, on a, à la fin, au terme du vote, par exemple, on a écouté l'ambassadeur représentant permanent du Mali dire, par exemple, je cite, que le gouvernement du Mali réitère son opposition ferme à la liberté de mouvement de la MINUSMA dans l'exécution de son mandat dans le domaine des droits de l'homme. Et le Mali également qui remettait en question justement le fait que certaines de ces résolutions, de ces demandes n'ont pas été prises dans la résolution finale. Est-ce qu'on peut avoir une idée selon vous, Lina Larbaoui, de ces résolutions-là du Mali qui n'ont pas été prises en compte? Tout à l'heure, je n'ai pas parlé de la France. J'ai parlé des Américains, des États-Unis, et j'ai dit que la douzaine d'appareils hélicoptères qu'il y a au Mali appartiennent à Zelensky, qu'il est en train de réclamer à l'Ukraine. J'ai parlé des États-Unis. Les choses vont très vite actuellement. Ça va très très vite et ça change tous les jours. La France est finie au Mali. La France est partie. Ça y est, pour moi, c'est fini. J'ai dit ça il y a quelque temps par rapport à beaucoup de choses, parce que quand j'ai parlé du nouveau monde le jour où Monsieur Poutine avec le président chinois se sont rencontrés, je savais que des choses allaient se passer par rapport à toutes les données que j'avais. C'est fini pour la France. La France sort, quitte le Mali. C'est déjà fait. Donc ce n'est qu'une question de procédure. Et on va passer le 14 juillet, on passera à autre chose et vous verrez bien. Ce sont les États-Unis qui se maintiennent. Les États-Unis font barrage aux Russes. J'ai déjà expliqué dans la géopolitique, c'est comme ça. S'il y a les Russes, il y a les Américains. S'il y a les Américains, il y a les Russes. Forcément. La MINUSMA est maintenue, ce n'est pas pour les Français, c'est pour les Américains. C'est eux qui veulent se redéployer. Ce qui se passe actuellement en Libye, ça a rapport avec ce qui se passe au Mali. Parce que pour déstabiliser le Mali maintenant, c'est très difficile. Il faut juste nettoyer les terroristes qui restent dans le Sahel. Pour déstabiliser le Mali, aujourd'hui, il faut déstabiliser l'Algérie. D'où la présence, maintenant, la présence de l'OTAN aux portes de l'Algérie, de tous les côtés. L'armée tunisienne a signé, je parle de l'armée, parce que le président n'a pas beaucoup de pouvoir et c'est pour ça qu'il fait un référendum bientôt pour changer la constitution. Donc l'armée tunisienne a signé ce qu'on appelle les accords 2020-2030 avec les États-Unis et c'est pour ça qu'ils ont participé au lion africain là qui viennent de faire la mascarade qu'ils viennent de faire. Il y a bien sûr il y a l'OTAN qui se déploie maintenant à Ceuta et Melilla. Et après, ça sera aux îles Canaries. Mais tout ça, c'est pour assiéger l'Algérie. Pour la simple raison que si l'Occident veut récupérer le Sahel, il faut déstabiliser l'Algérie. Auparavant, il y a eu ce qu'on appelle l'affaire Tigre-Tourin et N'Amenas, quand il y a eu le groupe terroriste qui a pris en otage le site gazier et tout ça. Eh ben, il faut casser l'armée algérienne pour se redéployer au Mali. Ça, c'est fini, c'est déjà fait. Pour casser l'armée algérienne, ça va pas être évident.
Ils ont tenté plusieurs tentatives pendant le Hirak, infiltrer le Hirak. L'année dernière, ils ont brûlé 30% de nos forêts. Là, les feux recommencent. On chope encore des étrangers qui sont là en train de brûler. Donc, pour moi, le Mali avec la France, c'est une histoire ancienne. Je peux rassurer les Maliens. Je sais de quoi je parle. Je suis tout ce qui se passe à travers les médias spécialisés qu'on n'entend pas à la télévision. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des 12 appareils. Je pense que pas beaucoup de gens sont au courant de cette histoire et que les Russes n'ont pas envie que ça revienne en Ukraine parce que ça ne les arrange pas. Mais d'ici l'année prochaine, d'ici le 1er novembre, il y a les grandes manœuvres qui se préparent dans le Colomb Béchar et tout Tindouf. C'est des exercices militaires. Alors, la liste des pays participants, bon, il y a le pays qui accueille, c'est l'Algérie, il y a la Russie, il y a le Kazakhstan, il y a le Pakistan, il y a l'Égypte. Déjà, nous avons les 2 meilleures armées de l'Afrique, l'Égypte et l'Algérie. Ils sont en train de faire alliance. L'Algérie fera peut-être participer aussi la Mauritanie, puisqu'il y a des accords militaires maintenant depuis quelques jours. Ce mois-ci, on a signé des accords militaires avec la Mauritanie. Qui dit sécurité de la Mauritanie, dit sécurité du Sahel aussi. Donc ces manœuvres, c'est pourquoi? C'est pour apprendre aux autres armées à lutter contre le terrorisme dans un endroit qui est semblable au Sahel. Mais c'est pour aussi que les Russes apprennent à lutter contre le terrorisme dans le Sahel. En Russie, il n'y a pas un territoire semblable. Donc, à partir du 1er novembre, moi, s'il y a des terroristes qui nous suivent, je leur dis une chose, eh ben, qu'ils dégagent de là, mais très vite, parce que les choses vont changer. Réellement, les choses vont changer. Il y a des accords militaires qui doivent se faire aussi avec la Russie. On attend le départ de Monsieur Tebboune, le président algérien, a été invité par Monsieur Poutine. Et ça va se faire, on le saura à la dernière minute certainement, parce que les deux présidents sont réellement menacés, comme Monsieur Assimi Goïta est menacé aussi. Donc il y a tout ça qui est en train de se faire, et c'est fini pour la France. La France a négocié, elle s'en va. Maintenant, il faut sortir les Américains de chez nous. Pour pouvoir les sortir, il faut continuer à soutenir Poutine, la Russie, la dédollarisation. Quand ils auront plus de planches à billets et de la fausse monnaie, ils ne pourront plus financer leur armée. C'est terminé. Quand le monde entier jettera leur dollar dans la poubelle, c'est terminé pour eux. Mais réellement, la France a quitté le Mali. C'est déjà fait. Ils peuvent pas passer. Ce qui coûtait, je parle avant l'opération spéciale en Ukraine. Le repas d'un soldat leur coûtait $120 par jour. Le jour où l'Algérie a dit vous passerez plus au-dessus de mon territoire, eh ben les chiffres ont doublé. Donc vous voyez déjà, c'est énorme. L'Algérie a coupé l'information. Ils ont plus l'information. Et l'Algérie a coupé aussi le carburant. Donc tout ça leur coûte très cher. Ils sont indésirables et les Américains ils forcent aussi les Français à sortir parce que eux ils sont derrière, ils sont cachés. Mais il y a aussi les Anglais, il faut pas les oublier parce que les Anglais essayent de récupérer la nature n'aime pas le vide. Donc les Français sortent, les Anglais essayent de récupérer. Nous avons déjà le Togo et le Ghana qui vont rejoindre le Commonwealth. Donc il y a un redéploiement. Il y a une renégociation, une redistribution de cartes. Il y a l'Espagne aussi qui essaye de revenir sur le continent, mais avec ce qui vient de se passer au Maroc, parce qu'ils sont impliqués. Sanchez est vraiment impliqué dans cette sale histoire. Donc l'Espagne qui veut revenir, mais qui veut toujours pas régler le problème du Sahara occidental, parce qu'elle veut continuer à gratter de l'or et du phosphate. Donc il y a un redéploiement de tout, mais le Mali pour le moment, il est sur la bonne voie, il a des bons alliés, et puis que la MINUSMA reste ou qu'elle s'en aille, c'est pas important. Il faut que les Maliens, il faut pas qu'on les désoriente de leurs objectifs. L'objectif, c'est que aller à un vote
si Monsieur Assimi Goïta veut se présenter, ben, c'est lui seul qui peut savoir. Mais il faut pas qu'on les dévie un petit peu de leur objectif. Le Mali s'en sort très bien par rapport à cette crise de nourriture, de tout ça. On voit pas les Maliens dehors en train de manifester, dire on n'a pas de pain ou l'huile coûte très cher. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Il y a beaucoup de points positifs. Et si la Russie n'a pas pu pousser le dossier à fond pour que la MINUSMA sorte, c'est réellement, je vous ai parlé d'une douzaine d'appareils. On peut retrouver cette information, comme moi je l'ai trouvée, on peut la retrouver sur Internet. Donc c'est mieux que la Russie s'en sorte et gagne sa bataille en Ukraine et la guerre contre les Américains et les néocolonialistes, qu'elle récupère une douzaine d'appareils et que d'autres soldats russes meurent. Donc pour moi, la France, dans cette histoire, elle n'a pas eu beaucoup d'influence. C'est plus les Américains qui veulent récupérer la place des Français. La nature n'aime pas le vide. Il faut dégager les Russes. Il faut que les Américains les remplacent. C'est de ça où ils peuvent. Mais c'est comme ça que sont partis les Américains, dans cette idée-là. Linda Larbaoui, on va faire un tour au standard et prendre quelques appels au téléphone. Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir ma chère sœur, je suis très content de vous revoir, ça fait un bail là. Bonsoir, bienvenue. Et bonsoir aussi aux autres. Et bravo à notre cher frère Diawara, qui nous donne vraiment des informations très pertinentes concernant le Mali. Et bravo à la population du Mali et à son armée. Quand je parle de l'armée, c'est toutes ses composantes, hein, depuis les douaniers jusqu'au petit douanier, aux petits policiers, aux petits gendarmes, aux petits militaires, jusqu'à l'officier. Ça veut dire que si vous êtes en concordance, la population et son armée, je vous assure que la France partira. Et il faut déjà commencer par, comme notre chef Parfait de m'a parlé, informer ces gens qui sont dans la MINUSMA là. Le contingent, par exemple, béninois, qui voulait partir, le contingent tchadien, le contingent ivoirien, demandez-leur de quitter votre territoire. Donc vous devez bloquer complètement, qu'ils ne parviennent pas à faire des activités sur votre territoire. Si ce n'est pas ça, je vous assure, la France passera par l'un d'eux et que la population du Mali, avec son armée, se méfie du Burkina et se méfie de la Guinée qu'on a créé. Et en même temps, si les soi-disant opposants qui sont au Mali, qui sont sous le couvert de la France, veulent refuser le chronogramme que le Conseil de transition a mis sur la table, s'ils veulent refuser, ne vous gênez pas. La population maintient, ouvre ses yeux, manifeste et ces militaires continuent à rester au pouvoir, parce qu'il y a finalement une élection. Et restez toujours avec la Russie et la Chine. Pourquoi je le dis? Si vous vous rappelez, la Russie avait accepté en disant que essayons de donner 6 mois aux Nations Unies pour voir leur évaluation. Je me rappelle bien, lorsqu'il y a eu des débats aux Nations Unies, la Russie a dit qu'on ne pouvait pas directement, mais qu'on donne 6 mois pour voir l'évaluation. C'est pour dire quoi? C'est pour que, après les 6 mois-là, que la MINUSMA dégage. Donc, n'acceptez pas que ces gens se déplacent sur votre territoire. Je vous assure, mes chers frères maliens, n'acceptez pas jusqu'à ce qu'ils partent. Et s'ils viennent vers la guerre, c'est la perte. L'appui de la Russie et la Chine nous a ouvert les yeux. Et s'il vous plaît, les Maliens, créez votre monnaie. Voilà le BRICS, la monnaie du BRICS qui est déjà là. Vous vous associez avec la Russie et la Chine. Les échanges qui se passent en Asie, c'est comment? Vous allez voir le Hongkongais qui vient en Malaisie, qui vient avec sa monnaie. Il échange sa monnaie
en Malaisie. Le Malaisien qui va en Indonésie va avec sa propre monnaie arriver en Indonésie et changer sa propre monnaie. Ce n'est que les différentes banques maintenant qui se font les transactions. Donc, ça ne doit pas surprendre les gens quand vous entendez que les Indiens achètent maintenant ou les Chinois achètent le gaz russe en yuan ou en rupie et qu'en retour ils ont le rouble où le russe va aussi acheter les marchandises chinoises en yuan. C'est ce qui existe depuis en Asie. C'est la même chose qu'on doit appliquer en Afrique noire. Je vous assure que le Cameroun est sa monnaie, la Centrafrique est sa monnaie, quand elle commence avec son bicoin là, les échanges en interne vont faire basculer complètement l'Europe et cette maudite France. Kalabougat. Pour votre appel et votre participation. On va peut-être prendre notre appel derrière vous. Allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, madame Bon. Et à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et ainsi qu'à notre chef frère Diawara. Madame Kwa, il ne faut pas tourner autour du pot. Il y a une expression qui dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Le seul pays au monde capable de déstabiliser le Mali aujourd'hui reste la France, à cause du franc CFA. Tout ce que vous appelez MINUSMA là et tout, ils n'arrivent pas avec les dollars en poche, hein, ils n'arrivent pas avec les yens ou bien les roubles ou quoi que ce soit. Ils arrivent avec les francs CFA dans les poches. Et c'est avec ça qu'ils corrompent toute la classe politique, toute la jeunesse, tout ce qu'ils peuvent trouver sur leur chemin. Donc il suffit que la France fasse tourner la machine à chamalière pour déverser sur le Mali suffisamment. Mais vous ne voyez pas le comportement de certains opposants maliens. Ils le font pas, c'est parce qu'on leur brandit quelques milliards ou quelques millions pour construire leur villa, ça et là, et pour eux c'est fini, ils peuvent vendre le Mali. Mais si le Mali crée sa monnaie, ça ne veut pas dire que ce genre d'opération n'aura plus lieu, mais ce sera traçable. Or, actuellement, ce n'est pas traçable. Si la France fait entrer des milliards au Mali, les Maliens n'ont aucun moyen de le savoir. Ils n'ont aucun moyen. Mais si vous avez une banque centrale avec la monnaie malienne, comme le disait celui qui m'a précédé, vous arrivez au Mali, il faut d'abord changer ça en monnaie malienne. Et c'est là où on va vous demander, mais où allez-vous avec une telle grosse somme? Que venez-vous faire au Mali avec une telle somme? Immédiatement, je vous dis, ça va paralyser l'action. Même la ministre Mala, ils ne voudront plus venir. Puisque pour venir au Mali, il leur faudrait l'argent malien. Il leur faudra acheter l'argent malien avec des devises. Oh, ces gens n'ont pas de devises. Donc on va passer le temps à dire la même chose, à répéter la même chose encore et encore, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et si les Maliens prennent toutes les dispositions possibles et ils laissent la France, ils laissent à la France la capacité de corrompre la population malienne, alors ils perdent leur temps. Puisque tout le monde, ils nous ont, en plus de 70 ans ou 100 ans de France CFA, ils nous ont appauvris et affamés. Tous les Camerounais, tous les Africains, tous courent après le franc CFA. Oh, qui a le franc CFA? Qui peut produire le franc CFA comme bon lui semble? C'est la France. Et c'est elle qui peut même attester que votre franc CFA. Mais je vous dis, même nous qui sommes ici, si nous allons quelque part avec nos francs CFA, personne ne peut nous le changer. Même la France refuse de nous changer nos francs CFA. Elle est la seule à certifier cette monnaie. Donc elle est la seule à dire, toi tel homme politique, je te donne 1 milliard, tu te mets de côté. Toi tel général, je prends tes enfants dans tel établissement et tu fais ce que je te dis. À cause de cette monnaie. Je ne vais pas aller plus loin, je reste là-dessus. Votre participation. Derrière vous, on prend Zarfel qui nous appelle de l'Allemagne. Bonsoir à vous, Zarfel, bienvenue, vous êtes en direct. Allô? Allô? Bonsoir, Zarfel, bienvenue. Je suis tellement content de te voir sur le plateau d'Afrique Média. Ça fait très longtemps. Vraiment, je suis là ce soir. Alors, vraiment, je te demande vraiment toutes mes félicitations. Je sais que tu as eu un bébé, tout ça là. J'ai dit bien des choses à ta fille.
Et j'ai bien des choses à tous ceux qui assistent, comment dirais-je, je salue tous les spectateurs d'Afrique Média, sans oublier mon frère, disons mon ami, parfait d'homme qui est sur votre plateau. Vraiment, c'est un homme de choses politiques. C'est ça, on dit un homme politique. Vraiment, c'est un homme politique. Parce qu'il dit des choses concrètes. Il n'est pas sur le plateau pour crier, il parle posé. Et ça rentre dans les mœurs des Africains. Vraiment, parfait d'homme, je te dis encore, je te tire mon chapeau. Continue dans ce sens. Vraiment, tu es un politicien. Je ne sais pas qui l'a comparé là-bas, quoi. Mais maintenant, je viens chez, comment dirais-je, je vais m'adresser aux Maliens. Parce que ce que M. Parfait d'homme vient de dire, vous n'avez même pas laissé un centimètre à ceux qu'on te dit musulmans, là. Vous n'êtes même pas vous, les Maliens, là. Si vous dormez sur vos oreillers, là, vous allez voir ce qui s'est passé comme en Libye. Ils vont soulever un petit problème, vous allez vous entretuer et vous venez s'installer là. Donc, ne laissez pas les gars là se promener dans votre pays. Quel que soit, ce sont ceux qui ont le gros bras. C'est le gros bras que vous avez là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir ce gros bras là. Et mais ils ont peur des Russes. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de tourner en rond, en toupie de choses au Mali là-bas. Ils ont peur des Russes. C'est comme les Russes sont là. Ne laissez même pas ces gens-là circuler dans votre pays. À moins de vous les voyez quelque part, mettez-vous en jeu, comme on dit, avant de bataille, pour les parer le chemin. Parce que si vous dormez sur les oreillers là, vous allez voir ce qui s'est passé, ce qui s'est passé en Libye là. C'est ça, vous allez dans votre pays. Et encore, les Français encore, ils vont vous marquer correctement. Vous n'allez plus avoir même chose. Vous avez oublié même le Mali. Alors, je vous demande, comme M. Parfait d'homme a dit, je ne vais pas répéter, vous êtes, comment dire, le jeune qui est sur le plateau là-bas, il a dit, ne laissez pas les gens là circuler. Même s'ils vont filer les trucs, ils doivent rester où on les a mis là-bas. Ils ne doivent pas circuler au Mali, même pas sortir de leur camp. Ça, c'est vraiment des choses. Merci. On va revenir un moment en plateau, mais je me retourne vers vous, Issa Diawara. Alors, selon vous, Issa Diawara, quels sont, de façon très concrète, les réels besoins, surtout quand on pense à la présidentielle qui pointe à l'horizon, quels sont les réels besoins du Mali en termes de sécurité et quel est le rôle, ou quel rôle véritablement la Russie peut jouer dans ces besoins-là? Issa Diawara, votre micro, est-ce que vous pouvez l'activer, s'il vous plaît? Ok, merci. Vous me recevez maintenant. Merci, madame. Je disais que je salue, je remercie surtout beaucoup tous les appelants, surtout pour l'intérêt qu'ils accordent à cette question panafricaine qui est malienne aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de notes, madame. Je vais commencer d'abord par répondre directement à votre question. Vous avez la Russie. C'est que la Russie peut jouer comme rôle ici. La Russie est déjà en train de jouer son rôle. Peut-être qu'elle va renforcer, ça dépend de la feuille de route que les autorités maliennes se sont fixées avec leurs partenaires, notamment la Russie, l'Algérie, la Chine et d'autres partenaires. Le Mali n'est pas seul dans ce combat. C'est très important d'insister là-dessus. Nous avons un fort soutien de l'Algérie et de la Russie. L'Algérie est très efficace, mais beaucoup de gens ne voient pas ça. Peut-être c'est dû à leur éloignement ou c'est dû au fait que l'Algérie ne communique pas beaucoup là-dessus. Mais nous avons un réel soutien de l'Algérie à nos frontières. Maintenant, nous avons des partenaires qui sont fiables, qui sont sincères. Quand vous voyez un pays comme le Mali défier directement la France, décider d'expliquer l'ambassadeur de la France de mettre les militaires français dehors, c'est bien sûr parce que nous sommes adossés à des puissances militaires. Non seulement le Mali est fort, mais le Mali est adossé à l'Algérie, à la Russie. Chacun de ses partenaires a un rôle à jouer. Il y a une distribution de rôles dans ce qui se passe. L'Algérie est très efficace au niveau des renseignements. Et la Russie continue de nous doter de matériel approprié par rapport à la menace que nous avons en face. Donc, nous continuons notre montée en puissance. Ce n'est pas gratuit que nous avons tous récemment assisté à un massacre des civils dans un village. C'est pour saper
cette montée en puissance du Mali et de ses partenaires. C'est pour faire croire que tout ce que les partenaires ont apporté comme aide, comme contribution, ce sont des choses qui sont vouées à l'échec, que les renseignements ne sont pas de qualité. Mais quand vous vous attaquez dans tous les villages du monde, dans tous les pays du monde, vous ne pouvez pas avoir l'armée dans tous les villages, ça n'existe pas. Même aux États-Unis, il y a des tueries de masse. En France, la plein Paris, on a assisté à des tueries de masse. Ils vont s'attaquer à des paisibles civiques parce que dorénavant, ils ne peuvent plus s'attaquer au camp militaire malien. Ça, il faut mettre ça à l'actif des forces armées maliennes, à l'actif de l'Algérie et à l'actif de la Russie. Ça, c'est dû au renseignement que nous avons aujourd'hui. Aucun terroriste ne s'hasarde aujourd'hui de s'attaquer aux positions des forces armées maliennes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer et ça va continuer. Peu importe, les chiens aboient, la caravane passe. Nous allons continuer notre montée en puissance. J'ai pris beaucoup de notes. Madame, j'ai salue une fois de plus les appelants. Je voudrais dire que nous sommes conscients que l'ennemi à terme n'est pas achevé. Nous savons que la France, le Mali aujourd'hui a les déchets avec ses partenaires. Mais ce n'est pas un ennemi qui est encore terminé. L'ennemi en terre en train de giser dans son sang, mais l'ennemi n'a pas dit son dernier mot. L'ennemi tente les derniers coups de grâce, les derniers coups. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Malheureusement, c'est comme des coups d'épée qu'on va donner dans l'eau. Donc la France, bien sûr, le Mali va prendre les défis, mais à présent, nous ne sommes pas tenus de les prendre à la légère. C'est pourquoi le vote à la Russie, le fait que la Russie et la Chine se sont abstenus, ce n'est pas gratuit. C'est concerté avec les autorités du Mali. N'oubliez pas, il y a notre collègue au niveau de l'Algérie, Madame Linda, qui a surtout dit qu'il y a les Américains qui mettent pied au niveau du Sahel. Prenez ça en compte. Prenez ça en compte à ce sens que vous avez compris que les États-Unis, aujourd'hui, ont quelle approche d'abord? Ils tentent d'approcher le Mali de façon diplomatique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'avion malien, que le Mali avait acheté un avion avec les États-Unis. L'avion Casa, qu'ils avaient bloqué pendant plus d'une année. Mais les États-Unis, en livrant cet avion au Mali, c'est un geste d'apaisement. Et n'oubliez pas que les États-Unis ont directement reconnu la durée de la transition décrétée par le colonel Assimi Goïta. Un autre geste d'apaisement. Les États-Unis aujourd'hui sont en train de multiplier les gestes pour essayer de contrecarrer la Russie au niveau diplomatique auprès du Mali. C'est comme si vous avez deux concurrents qui veulent courtiser une épouse. Mais le Mali a déjà choisi son camp. Je pense que les candidats américains arrivent un peu en retard. Mais ils comprendront, ils apprendront cela à leur dépens. Je comprends l'impatience de certains de nos frères panafricains. Mais le Mali a une feuille de route. Vous savez, ce que la France veut faire du Mali, c'est isoler le Mali complètement. Et nous, au contraire, nous sommes en train d'isoler la France. Parce qu'aujourd'hui, la France ne parle pas forcément le même langage que les États-Unis concernant les dossiers maliens, que d'autres partenaires de la France. Et comprenez qu'aujourd'hui, les pions de la France, de la CEDEAO, se trouvent un peu isolés. Ouattara veut notre peau, tout comme M. Bazoum. Nous aussi, nous voulons la peau de M. Alassane Draman Ouattara. Nous voulons la peau de M. Bazoum. C'est cette guerre aussi. Chaque pays a un intérêt dans cette histoire, dans ce qui se joue. Et ensuite, comprenez par exemple que la France, contrairement aux Américains, la France a quelle approche? La France veut être présente dans tous les domaines. C'est-à-dire nous déstabiliser militairement, nous déstabiliser économiquement à partir de son CFA et à partir des marionnettes qui nous entourent, notamment Ado, Macky Sall, Bazoum. Nous déstabiliser même au niveau culturel. C'est ça la gourmandise française. Or, les Américains aujourd'hui, l'approche des Américains, c'est surtout sur le plan sécuritaire. Comment encercler l'Algérie, comment isoler la Russie au niveau de la CEDEAO. C'est pourquoi beaucoup de nos frères panafricains ne comprennent pas la lenteur du Mali à se retirer de la CEDEAO. J'ai tout en dit que le Mali n'est pas seul. Il y a le Maroc qui veut intégrer, qui veut adhérer à la CEDEAO. Et n'oubliez pas, de l'autre côté, vous avez la puissance qui est l'Algérie, qui est aussi partenaire du Mali. Est-ce que l'Algérie doit laisser le Maroc adhérer à la CEDEAO sans rien faire? Non. Comprenez la présence du Mali. Le Mali aussi en mission. Tout comme les autres pays sont marionnettes, sont en mission pour les causes impérialistes. Comprenez que la Russie, les États-Unis aujourd'hui, sont en train de tenter de mettre en place l'OTAN, la formule OTAN de l'Afrique. Donc les États-Unis tentent une signature avec l'OTAN, avec la CEDEAO. Et le Mali doit bien sûr être dans la CEDEAO avec son droit de veto
pour empêcher que cela se passe. Mais comprenez, c'est aussi cela le combat. C'est du gagnant-gagnant, nous sommes en partenariat. C'est un peu ce qui se passe, les rôles sont distribués. Et dans la CEDEAO, le Mali est en train de retourner les partenaires traditionnels de la France contre la France. Quelqu'un a dit qu'il y a le Togo qui est en train de rejoindre Commonwealth. N'oubliez pas que la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne à l'aide de Brexit et qu'aujourd'hui l'Union européenne veut compenser le départ de la Grande-Bretagne par la présence de la Moldavie, par la présence de l'Ukraine et par la présence d'autres États qui vont arriver sans doute. C'est un peu cette bataille qui se joue, que les gens comprennent. Nous savons que nous devons aller méthodiquement. Ce qui est très important dans une lutte, c'est de connaître l'ennemi que nous avons en face. Nous disons, quand vous connaissez celui que vous avez en face de vous, gérer cette personne ne doit réellement pas poser un problème. Nous avons la France en viseur. Ce n'est pas la France qui nous a en viseur. Nous avons des renseignements qui dépassent la France. La France n'a pas les renseignements autant que l'Algérie sur le Sahel ou autant que la Russie. Ça, c'est ce qu'il faut intégrer. Nous anticipons sur la France, sur les agissements de la MINUSMA. Et le Mali a clairement dit que la MINUSMA est sous surveillance. Comprenez ça dans ce que notre représentant a dit, que la MINUSMA ne doit pas bouger, en tout cas faire des patrouilles sans le Mali. Nous avons plusieurs dossiers à main. Si nous multiplions beaucoup de fronts, si nous avons beaucoup de fronts, nous allons devenir inefficaces, nous allons nous épuiser, et dans ça, la France va rester, elle va prolonger son métier au niveau du Sahel. Donc, il faut rétrécir, il faut amoindrir les fronts. Nous avons un dossier qu'il faut boucler. Nous allons boucler totalement le dossier de la France. Ensuite, maintenant, nous allons prendre le dossier de la CEDEAO. Nous savons ce qu'il faut en faire. Que les gens fassent confiance aux autorités maliennes et à leurs partenaires. Si Dieu le veut bien, nous allons prendre les défis. L'Afrique va remporter ce qui est en jeu. Merci. Pour cette intervention. Alors je me retourne vers vous à présent, Monsieur Patient Parfendon, pour tenter de nous clarifier justement sur ce petit point-là. En revenant bien entendu sur la Russie, on sait que pendant le vote hier, la Russie et la Chine se sont abstenus de voter pour le renouvellement. Et tout à l'heure, on écoutait Linda Larbaoui qui disait, qui expliquait pourquoi la Russie n'a pas essayé de pousser pour que ce mandat de la MINUSMA ne soit pas renouvelé. Selon vous, qu'est-ce qui se passe exactement? Quels sont les enjeux au fond là-dedans? Votre question, elle est très importante, elle est très belle, et elle doit participer de ce que j'appelle la formation, n'est-ce pas, des Africains avec qui nous formons, n'est-ce pas, cette grande école, n'est-ce pas, cette grande séance de pédagogie de la résistance africaine au quotidien sur vos plateaux. Il faut toujours avoir en tête que nous avons un grand tableau que j'aime appeler le big picture, et que les déplacements de pions sur ce tableau-là participe d'une stratégie globale de l'ensemble des acteurs, chacun en fonction du camp dans lequel il se trouve. Il y a des moments où on vient au secours d'un de ses alliés qui s'est affaibli, c'est le cas des États-Unis par rapport à la France sur notre continent. Il y a des moments où on pousse à son avantage, mais il y a aussi des moments où on fait semblant d'endormir. Vous savez, pour ceux qui ont joué au jeu de dames, par moment, vous donnez quelqu'un qui est imbécile en face de vous, a l'impression que vous êtes en train de lui donner des points. Mais en réalité, c'est pour que le dame, comment dire ça, le chef, puisse rapidement se faufiler et aboutir. Donc, dans ce jeu de stratégie-là, il faut faire très attention. Il faut aussi être capable de pousser l'ennemi à sortir totalement du bois. Et je pense que dans ces démarches-là, tout à l'heure, Jawara nous a fait un développement qui est fort intéressant pour montrer que en termes de stratégie, on ne met pas tout de manière brutale sur la table par moment. Par moment, on va pas par pas, on lit les intentions de l'ennemi, on essaie de mieux le contrecarrer, on essaie de mieux muscler, de ficeler son jeu pour la battre définitivement. Ce qui est sûr, l'opération militaire spéciale de la Russie au niveau de l'Ukraine nous a montré le vrai visage de l'Occident. L'Occident, c'est le mensonge, l'empire de mensonges, comme le disait Poutine, mais c'est aussi beaucoup de bluff par rapport à leur capacité et à leur force réelle. Mais l'Afrique a été longtemps sur cette espèce, j'allais dire, de complexe de l'Occident, au point où, même quand on pouvait faire des pas, on tremblait de peur qu'en essayant de pousser vers ces pas-là, quelque chose pourrait nous arriver. Avec cette opération militaire spéciale-là, on voit bien que ces gens-là, qui étaient considérés comme de véritables lions hier, sont en réalité de petits, je ne sais pas, chatons, qui n'ont aucune puissance, aucune force.
premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut noter, c'est qu'à la lecture de ce qui s'est passé au niveau de l'ONU, cela veut dire tout simplement que les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, vont reprendre la main sur cet espace parce que la confrontation ne pose même plus la France, n'est-ce pas, à la Russie, mais directement aux États-Unis d'Amérique. Et n'oublions pas, et ça c'est une erreur que nous commentons souvent, les soldats américains sont sur le sol malien et sur le Sahel bien avant la crise malienne. Les Dias américains étaient déjà là. On fait souvent semblant de l'oublier. Donc, ils sont au fait d'un certain nombre d'éléments. N'oubliez pas que la base des drones américains se trouve à Agadir au Niger. Oui. Ils sont au fait d'un certain nombre d'éléments et ils essaient d'amadouer, et là, Diawara l'a si bien dit, les autorités maliennes pour donner l'impression qu'enfin ils comprennent la nécessité pour ces autorités-là de muscler le jeu dans le cadre de la sécurisation de leur espace et la sécurité des hommes, c'est-à-dire du peuple malien. Faux! C'est la nouvelle tactique de l'Occident. La nouvelle tactique de l'Occident consiste à essayer de caresser, de donner l'impression qu'ils sont aux côtés, n'est-ce pas, des pays, surtout africains, qu'ils ont longtemps laissés dans une misère indescriptible entre les mains de leur contremaître qu'on appelle la France. Et ils donnent l'impression aujourd'hui que, ah, attention, l'Afrique, d'abord, les Américains l'ont dit, nous allons contrer la présence et chinoise et russe sur le continent. La fameuse rencontre, je crois, du G7 qui s'est tenue dernièrement. On a voté, nous ont promis 600 milliards, n'est-ce pas, de dollars aux Africains pour les aider à faire ci, à faire ça. On voit très bien le jeu. Même certains, je l'avais déjà dit sur ce plateau, c'est un prix dont les Africains avaient complètement oublié qu'ils pouvaient compétir et voire même les gagner, comme j'ai vu dernièrement, le prix de quelqu'un comme le Pulitzer, n'est-ce pas, de l'architecture mondiale qui a été octroyé à, excusez-moi, je pèse mes mots, octroyé à un Burkinabé. Ça participe de cette déconstruction, de cette volonté, de cette manière d'amadouer enfin l'intelligentsia africaine, comme ce fut le cas de la fameuse conférence de Montpellier, organisée par M. Macron. Et les Africains ne sont pas dupes. Ils savent très bien que cela arrive aujourd'hui. Tout simplement parce que, justement, ils ont enfin découvert que cet Occident est en difficulté, sérieusement en difficulté. Tout ce qu'on peut faire, on peut miroiter à M. Macky Sall, parce que le Sénégal va rentrer bientôt dans le club bien fermé des producteurs de gaz. À partir du moment où l'Algérie, de par sa dignité, ne baisse pas même un centimètre d'espace, n'est-ce pas, à ces Occidentaux. On voit la confrontation qui oppose l'Algérie aujourd'hui à l'Espagne par rapport, n'est-ce pas, à cette question de souveraineté, de dignité. Et la conséquence, c'est qu'au niveau du gaz, ça s'est répercuté. Oui, les hélicos ukrainiens qui doivent rentrer. Mais c'est parce que tous les pays européens ont promis tellement d'armes à l'Ukraine. Le peu qui est arrivé a été soit bombardé, soit saisi par les Russes. Donc l'Ukraine est complètement coincée. Et l'Ukraine, en décidant de reprendre, n'est-ce pas, ces hélicos et autres, arrêter même plutôt la pression sur l'Occident en leur disant, vous ne fournissez pas assez d'armes. Dans ce cas-là, nous, on se désengage totalement des espaces, des champs de confrontation où nous étions obligés de vous apporter notre logistique. N'oubliez pas que le gros porteur ukrainien a été détruit, celui qui permettait à la France de faire le va-et-vient en déplaçant ses troupes d'un point à l'autre. Donc, dans cette grande guerre-là, il n'y a pas que des bisous. Même dans les gens d'un même camp, on voit l'attitude, n'est-ce pas, d'un pays comme l'Ukraine, mais aussi, par exemple, de la Turquie, de temps en temps vis-à-vis, parce que chacun essaie de défendre ses intérêts. C'est à ce niveau que j'interpelle fortement les populations africaines. Oui, nous aurons le soutien de la Russie, nous aurons d'autres types de soutien. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas au cœur du jeu, je peux vous dire que les choses n'iront pas à la vitesse, mais surtout avec les bénéfices que nous attendons. D'où l'implication. Rien ne se fera au Mali si les Maliens ne s'impliquent pas. Rien ne se fera en Afrique si les Africains eux-mêmes ne s'impliquent pas. L'Algérie est là pour nous donner un exemple. Le peuple algérien ne se laisse pas faire. Chaque fois que vous essayez de piétiner leur dignité, elle réagit à un quart de tour. C'est ça que les Africains doivent faire aujourd'hui. C'est ça la nouvelle démarche. Bon, le franc CFA, on a su combattu, on sait à quoi il sert. Mais il y a deux raisons que je vais quand même évoquer. Il serait extrêmement dangereux, j'allais dire périlleux, qu'un pays sous domination franc CFA s'en sorte tout seul.
l'exemple de la Guinée de Sékou Touré est là pour nous dire ce qui peut arriver, Le surtout démontre que la les suffisance, riverains, oui. comme le cas de la Côte d'Ivoire, et je ne peux pas parler du Sénégal, sont comme des forces d'appui de la coloniale dans ces espaces-là. Donc, premièrement, oui, il faut mettre fin au CFA, mais il faut encore travailler davantage le corps social des peuples africains pour que c'est eux qui exigent leurs dirigeants de sortir rapidement de cette affaire-là, qui ne fait que sucer l'essentiel de notre énergie et de nos efforts pour essayer de construire notre continent. Deuxièmement, il ne faut pas non plus se leurrer, la plupart des gars qui sont dans les forces municipales, etc., ne sont pas payés en CFA. Ils sont payés en dollars. Attention, ils sont payés en dollars. Et dans la plupart de nos États dans la sous-région, le dollar circule. Les Maliens sont encore les champions dans cette espèce de banque informelle qui existe. Si vous allez par exemple dans un pays comme l'Angola où j'ai été, vous savez qu'en Angola, Western Union est fait pour recevoir et non pour sortir de l'argent. Mais si vous voulez envoyer de l'argent dans votre pays, vous passez par les Maliens. Ils ont cette manière de travailler de manière communautaire. C'est ça aussi qui fait la force du Mali. C'est-à-dire vous donner de l'argent à des gens qui sont autour d'une mosquée ou bien un lieu de prière à Luanda, et vous êtes sûr que vos parents ou bien les vôtres vont toucher cet argent à Douala. Bon, avec des commissions voilà. Donc, il faut faire attention. Donc, ce n'est pas parce que nous combattons le franc CFA qu'on dit qu'il suffit de être franc CFA et les soldats et au contraire, les soldats des différentes forces africaines, ils vont parce qu'ils sont payés dans cette monnaie-là qui a de la valeur et qui leur permet de gagner gros. Il y a dans beaucoup d'États, il y a souvent des fonds, n'est-ce pas, des armées qui ont estimé que ce qui était prévu comme salaire, parce qu'ils étaient dans ces forces d'aménagement, et c'est pour cela que l'ONU pousse, n'est-ce pas, pour appâter les différentes armées africaines. Il y a des armées africaines, je peux parler du cas de Burundi, où ce n'est pas parce que vous êtes envoyé à mission, c'est que vous avez payé, c'est l'État qui gère, et c'est l'État qui décide ce que le donne, n'est-ce pas, aux militaires. Donc, c'est ça. Donc, je pense sincèrement que nous sommes dans une dynamique nouvelle aujourd'hui, et dans cette dynamique nouvelle-là, il faut absolument que nous ayons vers des formes de solidarité. J'ai souvent tendance à dire sur ce plateau depuis un certain temps qu'il nous faut l'unité politique de notre continent. Parce qu'avec cette unité politique de notre continent, on va aller trop vite. On dit, si vous êtes seul, vous pouvez aller vite. Mais si vous êtes ensemble, vous pouvez aller loin. Il faut vraiment qu'on se mette ensemble. Parce que isoler un pays, soit-il le Mali avec l'entourage, c'est les alliés qu'il a aujourd'hui, je peux penser à nos frères algériens et à la Russie, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ça sera seulement suffisant quand l'ensemble, c'est pour ça que j'ai applaudi les deux mains les marcheurs qui sont partis, je crois, du Sénégal pour 1000 km de marche à pied pour rejoindre le Mali et apporter, n'est-ce pas, de manière symbolique, le soutien de la jeunesse sénégalaise à la nouvelle transition malienne. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que partout sur notre continent, que les gens sentent très bien qu'il y a une chaleur, une fraternité, j'allais dire, union, n'est-ce pas, solide et irréversible du peuple africain pour le peuple malien, pour le peuple de la Centrafrique, qui sont pour l'instant les deux foyers par excellence où cette volonté de la reconquête de notre souveraineté est en train de s'exprimer de la plus belle des manières. Donc, honnêtement, nous applaudissons les petits pas qui ont été faits par la diplomatie malienne. Elles sont très importantes. Nous continuons d'être admiratifs par rapport à la décision d'un pays comme l'Algérie, n'est-ce pas, de soutenir, n'est-ce pas, cette volonté du peuple malien de s'affranchir de la tutelle impérialiste, comme nous le constatons aussi. Et nous disons à tout cela, oui, le moment est venu. Le moment est venu, chers frères africains. Et je réitère pour sortir, princesse Vanessa, le peuple malien, si vous voyez un fonctionnaire de l'aménagement, un soldat de l'aménagement, dites-lui, go home, rentrez chez vous. Vous n'êtes pas le bienvenu chez nous, rentrez chez vous. Si vous avez même une boutique, même pour vendre des bonbons, s'il vient acheter des bonbons chez vous, ne lui vendez pas ces bonbons. Dites qu'on ne veut plus vous voir ici chez nous, parce que vous êtes justement, parce que vous êtes justement dans la problématique de la question malienne. Si vous êtes le problème du Mali, rentrez chez vous parce que si l'aménagement n'est plus là, maintenant que l'armée française n'est plus là, comment la France va faire pour avoir des renseignements sur le Mali? Comment la France va faire pour pouvoir jouer et pour réveiller, n'est-ce pas, ces cellules dormantes, pour pouvoir corrompre, n'est-ce pas, les pseudo-opposants, mais surtout pour avoir une force qui va permettre à la France, en cas de déflagration, de pouvoir jouer. Donc, entre la France et les États-Unis, il n'y a pas de différence.
Ce sont les gens qui sont dans le même camp. Vous avez vu le petit Macron courir derrière Joe, le Sleeping Joe. Oh, Joe, please, can I have a minute with you? C'est ça, c'est-à-dire que ce sont les gens qui sont dans le même camp. Et chaque fois que le grand frère va se rendre compte que le petit frère ne peut plus faire le boulot, il viendra à sa rescousse. Effectivement, le genre américain au niveau de Mali, ce n'est pas pour dire que j'évacue la France, mais c'est pour dire que les enjeux et la force de la confrontation est arrivée au niveau où tu ne peux plus jouer sur ce tatami. Il me revient maintenant de sortir du bois, de montrer ma face, parce que la confrontation est arrivée au niveau où ce sont les poids lourds, ce n'est plus les poids plumes comme ce fut le cas encore hier avec toi. Donc il faut le comprendre, mais la France sera toujours là pour accompagner les États-Unis par les renseignements, parce qu'ils ont beaucoup, n'est-ce pas, bien travaillé, souvent nos élites. Donc ils seront là pour apporter des renseignements aux Américains, pour que ceux-ci affinent bien leur stratégie et orientent bien leur démarche pour continuer à dominer cet espace. Le retour de l'avion malien, ça participe de cette stratégie. On vous donne l'impression que, vous voyez, on n'est pas comme des Français, nous sommes vos amis. Non, attention, faites très très attention. La même stratégie française, c'est la même stratégie américaine. Le simple principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, nous devons le mettre sur la table et exiger qu'il soit respecté par tous les acteurs. Les Occidentaux en premier, parce que c'est eux qui nous ont privés de cet avantage qui est consigné dans la charte de l'ONU. Nous sommes à un virage très important, princesse Vanessa. À nous de prendre nos responsabilités. Ça dépend de nous d'abord. Nos alliés viendront nous aider là où ils vont trouver qu'il y a une volonté des peuples à se battre. La Russie ne viendra pas dans des espaces où les gens eux-mêmes ont refusé, ont abdigué et ne veulent pas se battre. La Russie, la Chine, l'Iran, je ne sais pas quel autre pays qui est dans ce conflit-là de la création d'un nouveau monde multipolaire, viendra dans des espaces où les gens, justement, se sont mis debout pour reconquérir leur souveraineté et pour imposer leur liberté et leur indépendance. À mon sens, c'est ça l'essentiel des enjeux aujourd'hui. Donc, bravo au peuple malien. Merci à Madame Lina Labahu pour les précieuses informations qui nécessitent. Sans oublier le jeune Issa Diawara. Mais aux Africains, attention, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Et une fois de plus, vous allez voir des traites qui vont surgir parmi vous parce que le risque zéro n'existera pas. Hein. Quand je parle d'unité pour le continent, on dit, mais comment on va faire? Il y a des chefs d'État, il y a des pays qui sont comme ci, comme ça. Ça a toujours été comme ça. Les dynamiques de construction, n'est-ce pas, d'unité ne peut pas se faire en dehors de ces petites j'allais dire, aspérité qu'il faudra rapidement gommer par la volonté des Africains de se mettre ensemble pour aller de l'avant. Ça peut être d'abord le regroupement sous-régional. Ça peut être même deux pays. J'ai vu, surtout dans la toile, des jeunes Guinéens de Guinée-Conakry qui demandent qu'il y ait une union Guinée-Mali. Ça veut dire que de plus en plus, cette idée commence à prendre de l'ampleur. Donc, pour nous, qu'il y a des gens comme le Maroc avec du roi Mohamed VI, malheureusement, dans la vie des êtres humains, il y a toujours des gens comme ça qui ne comprennent pas le sens de l'histoire. Il est venu, de grand temps aujourd'hui, pour dire aux Marocains, et j'insiste, vous qui irez à cette calme féminine, même par le biais des pancartes, dites au Maroc, on n'est pas d'accord. Si vous n'êtes incapable d'aller à cette calme féminine, comme c'est mon cas, ne regardez pas ces matchs, boycottez ces matchs de football avec des hashtags, nous ne sommes pas fiers du Maroc, nous ne pouvons pas l'accepter. À la CAF aussi, elle doit être indexée dans cette affaire-là. Vous ne pouvez pas continuer à organiser des compétitions dans un pays qui joue justement les chiens de garde et les chiens couchants de l'impérialisme au détriment de la vie des Africains, sans que vous ne puissiez au moins émettre une petite protestation. Vous avez vu comment l'UEFA a exigé, soi-disant dans soutien, n'est-ce pas, à l'Ukraine, au club des différents championnats d'arborer souvent des trucs aux couleurs de l'Ukraine, avoir des drapeaux non à la guerre, nous sommes pour l'Ukraine. Alors, est-ce que nous allons laisser comme ça le Maroc continuer à dérouler, n'est-ce pas, cette diplomatie de merde, cette diplomatie dangereuse, n'est-ce pas, pour la cohésion et pour le respect des êtres humains que nous sommes, sur les flations peut-être que nous ne pouvons pas faire autrement. Ce Maroc qui avait refusé d'organiser une canne, nous n'était, n'est-ce pas,
le sens du patriotisme du président Obiang Nguema de la Guinée équatoriale serait été la honte, des hontes que l'Afrique aurait subi. Donc, aux Marocains, nous le disons, nous allons lancer des opérations de boycott et de vos banques et de votre compagnie aérienne et d'autres choses si vous ne changez pas rapidement d'attitude vis-à-vis des Africains que nous sommes. Merci beaucoup à vous, M. Patient Parfendom. On va en quelques pour 7 secondes seulement. Je vais commencer avec vous, Gamal Amondi. Alors, les États-Unis font barrage à la Russie. C'est la guerre géopolitique, c'est évident, on l'a dit. Selon vous, quelle stratégie est-ce que les Maliens devraient mettre en place si ils venaient à refuser, j'allais dire, hein, s'ils souhaitaient par exemple faire barrage à leur tour aussi aux États-Unis? Voilà. On se rend bien compte déjà que le mandat de MINUSMA a été voté par 15 membres du Conseil de sécurité, 15 membres permanents, et les deux questions absolues, c'est la Russie et la Chine. Donc ça a des choses. Ça a été initié par la France, on sent bien qu'il y a une alliance anglo-américaine, toujours les trois qui sont toujours ensemble. Mais effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que peut faire le Mali par rapport au rapport de force qui se pose à lui, qui essaie de s'accrocher quoi qu'il en coûte. La volonté anglo-américaine de vouloir peut-être prendre la place et de se répartir un peu le gâteau, ou la possibilité de s'allier avec les Russes et les Chinois, qui est bien évidemment, parce que c'est un allié traditionnel, ont une possibilité de pouvoir choisir leur interlocuteur et de pouvoir peut-être sans doute se décoloniser. La question coloniale par rapport à la monnaie, ça a été évoqué, est une question qui reste prégnante dans le territoire, à savoir que tant qu'un pays n'a pas sa souveraineté en termes monétaires, c'est un pays qui est sous le contrôle des étrangers. Et donc effectivement, ils ont le choix. Ce choix, je crois qu'il s'impose même pas à lui-même. On a vu le travail de la France durant 8 ans au Mali, l'opération Serval, Berkane, Bakuba, tous ces noms assez bidons pour essayer de rendre un peu romantique ces actions militaires. Ça n'a pas donné grand-chose. Ce qu'on reproche aux Maliens aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils utilisent des méthodes beaucoup plus radicales, beaucoup plus strictes pour en finir avec ces mouvements et organisations séparatistes et terroristes, et qu'il y a des résultats. Effectivement, il y a des résultats, mais il y a des morts. On ne peut pas, malheureusement, faire l'écueil de ces morts. Alors, j'allais dire que depuis 8 ans, les morts ne se sont jamais arrêtés et ils n'étaient pas protégés par les forces de la MINUSMA qui protègent juste une petite zone de sécurité pour elles-mêmes. Aujourd'hui, les Maliens ont décidé de nettoyer le territoire de ces problématiques, à savoir sécuriser la totalité du territoire. Et une fois qu'ils auront obtenu ce résultat-là, ils espéront évidemment pouvoir développer le pays et éventuellement, pourquoi pas, sortir de la zone CFA, qui est une zone extrêmement dangereuse pour le Mali, puisqu'il est dépendant de l'étranger. Donc la question est très simple, c'est doit-on choisir ses anciens ennemis, qui étaient la puissance coloniale française, les nouveaux ennemis, que seraient les Anglais et les Américains, qui ont fait leur preuve déjà sur tout le reste du continent, ou simplement des gens qui ont des intérêts, les Russes et les Chinois ont des intérêts en Afrique, mais qui ne sont pas les ennemis traditionnels, bien au contraire. Mais la réponse, elle est dans la question, tout simplement. Évidemment qu'il faut choisir les Russes et les Chinois avec un pays qui a été le phare de la décolonisation en Afrique, qui est l'Algérie, puisque l'Algérie était le fer de lance des mouvements décoloniaux. Il faut rappeler que l'Algérie commence sa révolution en 54 avec, en ligne de mire, l'extraordinaire Abdelkrim Khattabi qui a inspiré tous les révolutionnaires algériens, donc le Rifin, et qu'aujourd'hui, bien l'Algérie devient à nouveau un acteur prépondérant dans la région. La dernière chose que je voudrais ajouter par rapport à la question qui est évoquée sur le Maroc, c'est pas le Maroc la problématique qui se pose, c'est pas le peuple marocain. Je tiens tout de même à rappeler que les Marocains sont plus africains qu'ils ne sont jamais arabes, puisque les Arabes sont très peu installés au Maroc, donc il faut être très clair, ils sont africains et berbères. Et que ce qui a été tué, malheureusement, cette barbarie exercée par la police qui a joué clairement les francs-tireurs pour l'Espagne, ce sont des Arabes aussi. Il faut arrêter de tomber dans le piège d'Africains, Arabes, machin, c'est pas vrai. Ils sont Arabes, ce sont des Soudanais. Merci. Les Soudanais. Merci à vous, Gamal Amondi. Merci, Gamal Abina, pardon. Merci pour cette analyse. Alors, on est arrivé au terme de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Linda Larbaoui. Merci à vous, Issa Diawara. Merci également à vous, un grand merci à vous, Patient Parfait Ndom. Merci à tous les fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine. Restez bien sûr en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. À très bientôt. Au revoir.